Donc, on va maintenant commencer à voir dans le détail, les règles qui me sont importantes à savoir lorsqu'on va commencer un tour de jeu, tout simplement. Donc, la première partie la première phase d'un tour, c'est la phase des héros. Il y a énormément de choses à savoir sur le fonctionnement d'une phase des héros et à avoir en tête. Donc la toute première action que vous devez faire au début de votre phase des héros est de choisir une tactique de bataille. Vous avez jusqu'à la fin de ce tour pour l'accomplir. Attention, on parle pas, vous n'avez pas tout le round, vous avez donc le tour de l'adversaire et le vôtre. Non, c'est que votre tour. Vous ne pouvez sélectionner une tactique qu'une seule fois par bataille. Attention à bien avoir en tête les tactiques à votre disposition, les accomplir et en empêcher votre adversaire fera très certainement la différence entre victoire et défaite. Sélectionnez soigneusement celles que vous devez réussir et celles dont vous pouvez vous passer. Voilà, il y a actuellement 8 tactiques de bataille qui sont à votre disposition. Ce sont 8 tactiques de bataille qui dépendent de la saison actuelle, qui ont été introduites dans le manuel du général de bataille rangée 2021. Il est certain que à la prochaine saison, ces 8 tactiques seront complètement différentes. Donc, le fonctionnement, c'est que vous choisissez une tactique de bataille, et à la fin du tour, si vous avez réalisé le prérequis de la tactique de bataille, vous gagnez 1 point de victoire, et comme nous sommes dans la saison de Gur qui est supposée mettre en valeur les monstres et les behemoths, eh bien, vous verrez qu'à chaque fois, si vous avez réalisé, dans les 3 quarts des cas, si vous avez réalisé les prérequis à partir d'une unité de monstre, vous aurez un second point de victoire à ajouter à cela. Donc, on va passer en revue très rapidement les 8 tactiques de bataille qui sont à votre disposition. La première, rang brisé. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez une unité de ligne de l'armée de départ adverse sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si l'unité choisie est détruite pendant ce tour. Si elle est détruite par une attaque d'un monstre ami ou une aptitude d'un monstre ami, marquez un point de victoire supplémentaire. Donc, attention, je vous l'ai dit, c'est la toute première chose que vous devez faire, c'est quand on commence la phase des héros, c'est la toute première action, c'est donc choisir une tactique de bataille et vous la révélez immédiatement à votre adversaire. Vous dites, à ce tour-ci, je vais tenter de réaliser cette tactique de bataille. Voilà. Donc votre adversaire sait que, a priori, vous avez dit, je vais tenter de t'atomiser cette unité de ligne-là. Voilà. Bien entendu, c'est a priori rang brisé une tactique de bataille qui je pense l'une des plus simples à réaliser, pas au tour 1, c'est sûr, mais entre le tour 2, 3 ou 4, vous pourrez essayer de gagner 1 point avec celle-ci. Ensuite, conquérir. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez un pion objectif sur le champ de bataille, contrôlé par l'adversaire. Vous accomplissez cette tactique de bataille si vous contrôlez le pion objectif choisi à la fin du tour. C'est une tactique de bataille, je pense que c'est une des rares tactiques de bataille que vous pouvez faire dès le tour 1, notamment si en fait vous arrivez à faire une téléportation ou une frappe en profondeur dans la zone de départ adverse, où justement, comme vous flaguez vous contrôlez les points d'objectif dès le démarrage de la partie, ceux qui sont dans votre zone de départ, et bien du coup, si vous arrivez à votre tour à téléporter des unités ou à les faire frapper en profondeur dans la zone de départ adverse, parce qu'il a mal géré son positionnement et pour vous empêcher de le faire, et du coup, après vous chargez et vous charger les unités qui sont sur ces objectifs, ça c'est quelque chose qui peut se faire dès le premier tour, dès le premier round. Ensuite, tuer le seigneur de guerre. Vous accomplissez cette tactique de bataille si le général adverse est tué pendant ce tour. S'il est détruit par une attaque d'un monstre ami ou une aptitude d'un monstre ami, marquez 1 point de victoire supplémentaire. Bon, très bien. C'est très clair, vous pourrez si vous tuez l'adversaire, le général adverse, c'est à vous de contrôler la puissance de feu que vous allez mettre à votre disposition pour réaliser cette tactique de bataille. Évidemment, il y a des fois que ce sera un peu un coup de poker, vous pourrez foirer toutes vos attaques, tous vos tirs, tous vos sorts, etc. Et finalement, ne pas faire suffisamment de dégâts, c'est comme ça. Je attire votre attention sur les expressions « un monstre ami » qui sont utilisées dans ces petites règles de tactique de bataille. Un monstre ami, ça veut dire que ça peut être un monstre invoqué,
ça peut être un monstre ressuscité, ça peut être un monstre allié, voilà, qui n'est pas issu de votre faction immédiate, mais genre en l'occurrence nous, dans l'exemple qu'on va jouer, qu'on vous présente là, enfin que je vous présente, eh bien de Disciple of Stench, nous avons un Mindstealer Sphyranx qui est une unité alliée et qui est un monstre, et bien si avec ce monstre j'arrive, imaginons, à tuer le général ennemi, eh bien je gagnerai un point de victoire supplémentaire. Et j'attire votre attention là-dessus parce que sinon, très souvent, c'est marqué de votre armée de départ. Alors voilà, votre armée de départ, ça veut dire par exemple que vous ne pouvez pas prendre en compte eh bien, les unités invoquées et les unités ressuscitées. Dans ces cas-là, dans les tactiques, là, oui, vous pourrez. Donc ensuite, avance féroce. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez 3 unités différentes de votre armée de départ sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si toutes les unités choisies courent à la phase de mouvement suivante et finissent cette course à 3 pouces les uns des autres. Si les 3 unités sont toutes des monstres, marquez un point de victoire supplémentaire. Donc, je pense que c'est en fait cette tactique-là la plus facile à faire quasiment tout le temps. Ça dépendra aussi de votre positionnement, mais aussi celle que vous pouvez faire dès le premier round de bataille. Alors après, attention, hein, il faut bien gérer vos déplacements. Parfois, vous n'avez pas envie de vous rapprocher trop près de l'adversaire au premier round pour pas vous prendre une charge à son tour à lui, mais voilà, c'est quand même la tactique qui est la plus aisée à faire au premier round de bataille. Ensuite, diapositive suivante. Mise à mort. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez un monstre ennemi sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si l'unité est détruite pendant ce tour. Si le monstre ennemi est détruit par une attaque d'un monstre ami ou une aptitude d'un monstre ami, marquez un point de victoire supplémentaire. Voilà. Donc, on se rappelle par exemple qu'il est l'aptitude de commandement qui est spécifique à cette saison actuelle, qu'on a vu juste avant, qui est le décret de royaume, rugissement sauvage. Non, pardon, c'est la excusez-moi, c'est la magie de royaume qui vous permet de transformer un héros en monstre pour toute la durée du tour, ou même du tour pour 2 tours si vous jouiez en premier à ce round. Et bien voilà, bien entendu, ça peut être l'occasion de transformer un héros en monstre pour bénéficier à chaque fois des petits points de victoire supplémentaires, parce que vous aurez réalisé les choses avec une unité qui aura eu le mot-clé monstre. Et pareil là, si votre adversaire s'amuse à faire ça sur son héros, et ben profitez-en, allez lui tuer son héros qui a le mot-clé monstre, et qui peut être par exemple, imaginons, vous savez, il s'est dit, bah attendez, je vais aller flaguer un objectif avec une unité qui va s'appeler, que je vais donner monstre pour qu'il aille récupérer l'objet magie, l'objectif en étant un monstre, et ben faites-lui payer ça, allez tuer son petit héros tout fragile, et en faisant une mise à mort. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Je veux dire, même si votre liste d'armée ne compte pas de monstres, vous pouvez transformer, bénéficier malgré tout de ces petits points de victoire supplémentaires grâce à ce sort. Expansion agressive. Lorsque vous révélez de cette tactique de bataille, choisissez 2 pions objectifs qui ne sont pas entièrement dans votre territoire. Vous accomplissez cette tactique de bataille si vous contrôlez les 2 pions objectifs à la fin de ce tour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les pions objectifs ne sont pas entièrement dans votre territoire ? Aujourd'hui, soit un pion objectif est dans votre territoire de départ, soit il n'est pas dans votre territoire de départ. Il est soit dans le territoire de départ adverse, soit il est dans ce qu'on peut appeler le No Man's Land, la partie centrale du scénario, du champ de bataille. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque le pion objectif n'est pas entièrement dans votre territoire ? En fait, c'est lorsque un pion objectif, vous savez, ils ont un cercle de 6 pouces de rayon dans lequel vous allez contester. Quand vos figurines entrent dans ce rayon de 6 pouces, on dit qu'elles contestent le point de l'objectif, le pion objectif, et vous en prenez le contrôle véritablement lorsqu'on arrive à la fin de votre tour et qu'on regarde qui contrôle quels sont les objectifs qui sont contestés et qui finalement les contrôle véritablement. Donc, il est tout à fait possible que ces fameux pions objectifs, ce rayon de 6 pouces, lui, il soit dans votre territoire de départ. Le pion en lui-même, il est posé à l'extérieur. Par contre, ce rayon de 6 pouces, lui, il peut être dans votre territoire dès le début. Donc, c'est ça ce que veut dire cette expression, des pions objectifs qui ne sont pas entièrement dans votre territoire. Ensuite,
tactique suivante. Monstre accapareur. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez un monstre de votre armée de départ sur le champ de bataille. Accomplissez cette tactique de bataille si le monstre choisi conteste un pion objectif à la fin de ce tour, et si le pion objectif n'est pas contesté par un autre monstre ennemi. Donc là c'est intéressant parce que là, vous voyez, on a l'expression « votre armée de départ ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire avec un monstre ressuscité ou un monstre invoqué. Et il s'agit de contester un objectif, vous n'êtes pas obligé de le contrôler. Ça veut tout simplement amener un monstre dans les 6 pouces, dans le rayon de 6 pouces de contestation d'un pion objectif, et c'est pas grave si votre monstre il est tout seul et qu'en face il y a 60 gobelins qui ont effectivement le contrôle de l'objectif. Votre monstre est en position pour le contester, vous marquerez donc votre petit point de victoire grâce à ça. Donc monstre accapareur, ça peut se faire finalement assez bien. Fer de lance sauvage. Si vous accomplissez cette tactique de bataille, s'il y a au moins 2 unités de votre armée de départ qui sont entièrement dans le territoire adverse à la fin de ce tour, si au moins 2 de ces unités sont des monstres, marquez un point de victoire supplémentaire. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire cette règle elle est intéressante parce qu'elle dit que vous réalisez cette tactique à la fin donc, de votre tour. Vous pouvez tout à fait prendre cette tactique n'importe quel tour auquel vous jouez, mais en fait avoir déjà vos unités dedans et en fait du coup décider de ne pas les déplacer ou de les déplacer dans le territoire, mais en fait vous pouvez tout à fait savoir que de toute façon vous avez déjà des unités qui sont dans le territoire adverse et pouvoir marquer ainsi vos points de victoire. Attention, faites bien attention justement aux packs de bataille qui vous montrent quels sont vos territoires de départ et les territoires, vos territoires et les territoires de l'adversaire. Dans la V2, on avait la zone de déploiement et le territoire. Et c'était 2 choses différentes. En fait, votre zone de déploiement délimitait quelle moitié de table était votre territoire. Donc en fait, on considérait qu'il y avait 2 territoires. Vous aviez le territoire, votre territoire qui était votre moitié de table, et le territoire de l'adversaire qui était la moitié de table de l'adversaire. Aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai constaté, les règles ne sont plus comme ça. Vous avez votre territoire de départ, qui est votre territoire. L'adversaire a son territoire de départ, et qui est... En fait, ce n'est plus une zone de déploiement, c'est votre territoire de départ, c'est votre territoire de déploiement, et il y a un no man's land entre les deux. Voilà. Donc, c'est aussi faire de lance sauvage une règle qui peut se faire également dès le premier tour, dès votre premier tour au premier round, si vous avez justement de la téléportation ou de la frappe en profondeur, où vous arrivez à envoyer du coup des troupes dans 2 unités dans le territoire adverse par une frappe en profondeur. Ça sera plus facile à faire qu'avec la téléportation, parce que la téléportation, ça veut dire que soit vous avez un sorcier qui peut faire un sort de téléportation, et à côté une prière qui peut en faire tout autant, puisque je vous rappelle, vous ne pouvez pas lancer 2 fois le même sort à un tour, ou 2 fois la même prière à un même tour, dans la même phase. Donc voilà, parce que vous avez un sorcier qui connaît par exemple la main de Gork, qui permet de transporter l'unité, votre sorcier, il peut pas, même s'il est sorcier, il peut lancer 2 sorts à chaque tour, il peut pas faire 2 fois la main de Gork. Voilà. De toute évidence, bien maîtriser vos unités de type monstre vous apportera un avantage non négligeable pour le calcul final des points de victoire. N'oubliez pas qu'au moins un monstre détruit à chaque round rapportera un point de victoire à votre adversaire, ou à vous, suivant qui les détruit. Donc voilà, ce sont des petits points de règle qui, nécessairement, lors de vos premières batailles, savoir si vous allez réussir à transformer, si vous dépensez un de vos sorts, un de vos sorciers, si vous utilisez pour pas lancer un de ces sorts perso de votre stratégie, mais pour transformer un de vos héros en monstre, ça sera à vous de savoir en fait qu'est-ce que vous priorisez, votre stratégie ou les tentatives, le petit coup de poker pour jouer sur ces règles avantageuses pour les monstres. Voilà, donc ça on a vu les tactiques de bataille, c'est ça, les tactiques de bataille, c'est la première chose que vous devez choisir, c'est le premier truc à faire quand démarre la phase des héros, donc la première phase d'un tour de jeu. Ensuite, vient la seconde chose, qui est ce qu'on appelle les actions héroïques.
La seconde chose à faire immédiatement après avoir sélectionné votre tactique de bataille est de choisir l'un de vos héros pour effectuer une action héroïque. Le joueur dont c'est le tour effectue son action héroïque choisie, puis l'adversaire peut choisir un de ses héros pour effectuer une action héroïque. Mis à part Heure de gloire, les actions héroïques peuvent être effectuées plusieurs fois durant la bataille. Attention, les effets de l'action héroïque sont attachés au héros qui a été initialement choisi, et les effets de l'action héroïque s'estompent à la fin du tour, pas du round. Ainsi, le point de commandement conféré par commandement héroïque, donc la première action héroïque qu'on voit à gauche, ne peut que être utilisé par le héros que vous avez choisi, et s'il n'est pas dépensé à la fin du tour, il est perdu. Alors que, normalement, vos points de commandement, ils sont pour le round complet, c'est-à-dire les 2 tours de jeu. Commandement héroïque. Choisissez un héros, ami, jetez un dé, ajoutez 2 au jet si votre général a été tué. Sur 4+, vous recevez un point de commandement pouvant être dépensé uniquement pendant ce tour pour que le héros donne un ordre. Donc là, la petite règle à savoir, c'est donc effectivement, vous avez de base 50% de chance de pouvoir acquérir un point de commandement supplémentaire quand vous activez, si vous utilisez cette action héroïque-là, et effectivement, si vous avez perdu votre général, comme on l'a vu plus tôt, et bien donc effectivement, la fonction de général s'estompe, disparaît avec lui, avec sa mort, du coup vous ne gagnez plus le point de commandement automatique dû à sa présence au champ de bataille. Pour compenser cela, eh bien, si vous utilisez le commandement héroïque, vous avez un +2, donc vous allez récupérer sur du 2+, ce point de commandement, entre guillemets, supplémentaire dû à cette action héroïque. Voilà, c'est pour vous dire, bon voilà, vous n'avez pas automatiquement, vous avez toujours une chance de faire un 1, donc de ne pas avoir votre petit point de commandement, mais quand même, comme c'est un coup dur de perdre son général, et bien malgré tout, vous pourrez générer votre petit point de commandement grâce à ça. Ensuite, volonté héroïque. Choisissez un héros ami qui n'est pas un sorcier. S'il s'agit de la phase des héros adverses, le héros peut tenter de dissiper un sort à cette phase comme s'il était un sorcier. S'il s'agit de votre propre phase des héros, le héros peut tenter de conjurer un sort persistant à cette phase comme s'il était un sorcier. Vous pouvez malgré tout tenter de dissiper ou conjurer qu'une seule fois le même sort ou sort persistant pendant la même phase. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en même temps. Est-ce que je réalise que effectivement je ne vous ai pas spécifié comment fonctionne l'action héroïque. En fait, c'est quelque chose que vous et votre adversaire vont réaliser. Si c'est à votre tour, vous choisissez en premier votre héros et vous faites votre action héroïque. Ensuite, c'est votre adversaire. Ouais, c'est ça, si je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Puis l'adversaire peut choisir un de ses héros pour effectuer à son tour une action héroïque. Donc voilà. Donc clairement, en fait, souvent, lors du premier round ou au premier tour, et bien forcément, on va systématiquement faire le commandement héroïque pour essayer de récupérer un petit point de commandement supplémentaire pour ce tour, parce que, a priori, la volonté héroïque, elle n'a pas un très grand intérêt. L'heure de gloire, certainement pas, et guérison héroïque non plus. Du coup, heure de gloire, qu'est-ce que c'est? Choisissez un héros ami, ajoutez un au jet de blessure pour les attaques du héros jusqu'à la fin du tour, ajoutez un au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent le héros jusqu'à la fin du tour. Chaque héros ne peut effectuer cette action qu'une seule fois par bataille. Donc voilà, c'est-à-dire au moment où vous savez que votre héros va cogner ou va être mis dans une situation un peu compliquée où il risque de se faire cogner dessus, et ben vous activerez votre heure de gloire. Le +1 en sauvegarde peut être déterminant pour sa survie, et puis le +1 en blessure aussi, pour qu'il puisse cogner fort. Sachant que le +1 en blessure, au jet de blessure, ça va s'appliquer pour ces armements de la distance, donc de ces armes de tir, et ces armes de mêlée, donc de corps à corps. Ensuite, guérison héroïque. Choisissez un héros ami et faites un jet de guérison héroïque en jetant 2d6. Si le jet est inférieur à la caractéristique de bravoure des héros, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées au héros. Si le jet est égal à la caractéristique de bravoure du héros, vous pouvez guérir une blessure allouée au héros. Donc attention, hein, 2d6, c'est... vous pouvez il y a clairement un certain type de héros et d'unités qui vont être avantagés par ça. Les démons qui ont une bravoure assez élevée en général, qui tournent entre 8 et 10. Les Stormcast Eternal aussi ont une bravoure assez élevée qui va tourner entre 8 et 10. Tout ce type d'unité, les elfes aussi. Clairement, par contre, si vous jouez du mort-vivant, ça va être plus compliqué. Si vous jouez du gobelin ou du Skavens, là, clairement, ça va être plus compliqué. Après, il y a quand même pas mal d'unités d'armée dont le moral se trouve entre 7 et 8. Et là aussi, effectivement, si tout se passe bien, en général, vous arriverez à soigner une blessure, mais il y a aussi un risque nettement plus élevé que cette guérison héroïque ne fonctionne pas.
Après, comme vous le voyez, ces actions héroïques peuvent être intéressantes, mais c'est jamais quelque chose qui est assuré de vous aider. Forcément, Heure de Gloire qui est très fort, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par bataille. Comme vous avez vu, le commandement héroïque, qui vous permet d'avoir un point de commandement, de base, par principe, c'est qu'une chance sur 2 d'avoir un point de commandement supplémentaire. Ensuite, vient ce qu'on appelle, j'attire votre attention sur l'aptitude de commandement qui peut être effectuée lors de la phase des héros. C'est une nouvelle aptitude de commandement qui n'existait pas en V2, c'est donc une aptitude de commandement générique qui s'appelle Ralliement. Donc Ralliement est l'aptitude de commandement générique disponible à cette phase. Comme elle doit être effectuée au début de la phase, ne prenez pas de risque de conflit avec votre adversaire. Si vous voulez l'utiliser, faites-le immédiatement après avoir sélectionné votre tactique de bataille et effectué vos actions héroïques. Comme la tactique de bataille doit être le premier truc, et que votre action héroïque doit être la seconde chose à faire, considérez que pour être au début de la phase, et donc en fait, comme toute façon, tactique de bataille et action héroïque, c'est vraiment, entre guillemets, deux modules qui sont deux actions qui sont introductives à la phase des héros. À partir du moment où vous avez fait ça, c'est comme cela, là maintenant, vous commencez enfin à jouer. Donc, à réellement à agir. Donc, à ce moment-là, si vous souhaitez utiliser le ralliement, vous le faites maintenant. Ne commencez pas à lancer des sorts, à lancer des prières, à faire d'autres trucs. Si vous voulez utiliser le ralliement, vous le faites maintenant. Ne prenez pas le risque que votre adversaire vous dise non, on a quitté, on a dépassé entre guillemets la ceinture, la zone de début de phase, puisque tu es en train de faire des actions qui peuvent se faire n'importe quand dans la phase. C'est important en fait, cette notion de début de phase et de fin de phase, comme je vous ai attiré votre attention tout à l'heure sur ça, on va en reparler après, vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce que c'est que le ralliement ? Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase des héros, l'unité qui reçoit l'ordre doit être à plus de 3 pouces des unités ennemies. Jetez un dé pour chaque figurine tuée de l'unité. Pour chaque jet de 6, vous pouvez ramener une figurine tuée dans l'unité. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? Bon, déjà parce que c'est pas ultra fort, il faut réussir à faire des 6 pour ramener des figurines, et puis moi c'est pour chaque figurine tuée de l'unité, effectivement, si c'est des unités très très fortes où vous avez, imaginons que 3 ou 4 ou 5 figurines dans l'unité, vous n'avez pas 36 jets, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de jets. Par contre, effectivement, si vous avez joué une unité de 30 gobelins et que vous en avez perdu 10, sur les 10, a priori, sur les 10 dés, vous arriverez à faire 3, 4, 6. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre unité en question, elle peut pas être au corps à corps. C'est pas grave si le donneur d'ordre, lui, il est engagé, on s'en fout. Ça peut être un héros qui se retourne et qui cible l'unité et que l'unité, elle est à distance, donc ça va, vous pouvez lui renvoyer lui redonner des unités comme ça. Prenez en compte que vous ramenez des figurines tuées, donc vous pouvez pas augmenter l'effectif de départ d'une unité, et également qu'est-ce que je voulais dire ? Vous ramenez les figurines, quel que soit leur score de blessure. Si effectivement, imaginons, vous jouez de l'infanterie lourde, de l'infanterie monstrueuse, donc en général, comme je vous l'ai dit, qui se présente par groupe de 3 ou 6 figurines, des trucs qui ont un score de blessure compris en général entre 3, 4, 5, s'ils sont fait tuer, et que vous faites des 6, vous les ramenez complets à leur niveau de puissance maximale. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Par exemple, petit exemple tout bête, lors de ma dernière partie au club, j'avais mes paladors, qui sont donc de la cavalerie lourde Stankas Eternal, disons que je ne savais pas que les monstres, les behemoths des Fire Slayer, cognaient aussi fort. Voilà. Il n'était pas monté par un prêtre, il était monté par un héros guerrier. Bon, je savais pas que leurs bestiaux de lave cognaient aussi fort. On faisait une partie à 1000 points. Mes 3 paladors se sont fait ouvrir les fesses, voilà. Et les paladors sont des unités qui ont 3 paladors, ça fait un total de 15 blessures, puisque chaque palador a un score de blessure de 5. Et je me suis retrouvé dans la situation où, arrivé à la fin de ma phase de l'affrontement, j'avais perdu 2 paladors, il me restait plus que mon champion, et mon champion, il lui restait
une blessure. Donc vous voyez, j'avais pris 14 blessures dans la tête. Et notamment, une certaine quantité de ces blessures venait du fait que ces fameux monstres, ces fameux behemoths des Fire Slayer, renvoient, en fait, comme c'est des créatures de lave, quand on tape dessus, ils nous éclaboussent de lave au corps à corps. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait sur du 4+. À partir du moment où on a blessé la créature au corps à corps, il y a une chance sur 2 qu'on reprenne un dégât automatique sous forme de blessure mortelle. Et je ne sais pas si vous êtes familier des règles des Paladors, le champion, en fait, il a une extra attaque. C'est pas vraiment une attaque à proprement parler, en fait, c'est une arme qu'il a qui s'appelle la lame lunaire, je crois, ou la lame solaire, je crois que c'est la lame lunaire, qui est en fait une épée qu'il a à sa ceinture, qui est en fait une extra attaque où c'est expliqué, c'est quand vous avez résolu toutes les attaques de votre unité, votre champion peut effectuer un coup de lame lunaire, vous lancez un dé sur du 2+, vous infligez une blessure mortelle à la cible, à l'unité cible. Et je me suis retrouvé dans cette situation où je pouvais donc faire cette extra attaque en sachant que du coup, a priori, l'extra attaque allait été passée parce que c'était sur du 2+. Mais je prenais le risque, du coup, de frapper sur ce monstre qui allait m'éclabousser de lave, et sur un 4+, me renvoyer une blessure mortelle, et du coup me tuer, me retirer la dernière blessure de mon champion. Et je me suis dit, bon, allez, mon adversaire a été extrêmement chanceux jusque-là, moi pas du tout, mais comme d'habitude, et je dis, allez, quoi, il y a une chance sur 2 que ça le fasse, allez, je tente, je lui inflige cette petite blessure, et je partirai après. Et je tenterai, je rapatrierai mon unité de mon champion avec son petit point de vie tout pourri, et justement je ferai un ralliement au tour suivant. Voilà, vous m'aviez compris, l'idée c'était ça, je me dis, est-ce que je tente le diable, est-ce que je tente, est-ce que je joue avec le feu, est-ce que je lui mets cette petite attaque, et puis à mon tour, juste après, je tenterai de faire... je rapatrierai mon truc derrière mes lignes, parce que les paladors peuvent effectuer des mouvements très très grands, des déplacements très très loin. Je le rapatrie derrière mes troupes, et puis je lui ferai un ralliement pour tenter de ramener ces chevaliers, qui sont quand même des chevaliers avec un score de blessure de 5, qui sont des cavaliers, qui sont... c'est la cavalerie lourde. Donc, je me dis, allez, je tente le diable, je joue avec le feu, et j'y vais, je mets l'extra attaque, je lui fais une blessure mortelle, il lance son dé, comme d'habitude, comme bien sûr, j'ai pas de chance, il a fait un 4+, j'ai joué avec le feu, j'ai perdu mon unité complète de cavalerie lourde, avec cette extra blessure mortelle qui m'a été renvoyée dans la tête, pas renvoyée, qui m'a été envoyée en pleine tête, donc voilà, c'est le type de questionnement qui se pose au cours d'une partie, et qui rend bien sûr les parties un peu fun. Si j'avais décidé de ne pas jouer avec le feu, et si j'avais ramené mon unité derrière mes lignes pour le faire effectuer des ralliements et réaugmenter la capacité d'impact de cette troupe en lui ramenant des figurines, sans doute que ce qui serait la débâcle qui a été pour moi la partie à la suite, ça serait pas passé pareil. Voilà. La petite parenthèse étant finie, passons à la suite de la phase des héros. Donc, après avoir fait tout ça, arrive enfin le moment de pouvoir appliquer votre jeu de seigneur de guerre, votre stratégie. Donc voilà, vous avez sélectionné votre tactique de bataille, vous avez fait votre action héroïque, votre adversaire a fait son action héroïque. En premier lieu, je vous suggère de préparer une liste des aptitudes de commandement mises à votre disposition par votre faction, souvent dans la section qu'on appelle les traits de bataille, par votre sous-faction et par les unités qui sont présentes dans votre liste d'armée. Vos unités, notamment les héros, ont parfois sur leur fiche d'unité, sur leur War Scroll, des aptitudes de commandement qui leur sont propres. Notez à quelle phase ces aptitudes peuvent être utilisées. Chaque aptitude informe de l'instant où elle peut être utilisée, en début de phase ou en fin de phase. Si ce n'est pas spécifié, vous pouvez le faire n'importe quand durant la phase. Certaines aptitudes de commandement dont l'explication n'a pas été mise à jour depuis longtemps ou dans une FAQ ne spécifient aucune phase d'utilisation. Dans ce cas-là, normalement, elles sont donc à utiliser lors de la phase des héros, parce que ça veut dire qu'en fait, en général, on est en train de parler de War Scroll qui n'ont pas été à jour depuis la V1, et en V1 des Age of Sigmar, les aptitudes de commandement s'utilisaient en phase des héros. Si elle indique que ces effets perdurent jusqu'au début de votre prochaine phase des héros, partez du principe qu'elles s'utilisent à la phase des héros, en cours.
Si elle indique que ces effets s'arrêtent à la fin de la phase, la caractéristique affectée par les effets de l'aptitude correspond à la phase où ladite caractéristique est utilisable. Je veux dire, en l'occurrence, si il n'est pas dit que l'aptitude de commandement ça s'utilise en phase de combat, mais que l'aptitude de commandement en fait va affecter un certain type d'armement ou certaines caractéristiques du coup pour toucher ou quoi que ce soit, et ben vous savez que c'est fait, ça s'utilise à la phase de combat. Ou si c'est une caractéristique, ou si ça s'applique sur le mouvement ou des choses comme ça, vous savez que ça va se faire à la phase de mouvement. C'est plus compliqué effectivement pour les armes, parce que vous allez avoir les armes de tir et les armes de corps à corps. Du coup, effectivement, peut-être que ça peut se faire à n'importe laquelle des deux phases, ou au contraire à la phase des héros, et du coup, c'est quelque chose qui doit perdurer tout au long du tour. Donc, attention à ne pas utiliser une aptitude de commandement indiquant qu'elle s'utilise à la fin de la phase des héros, car vous marquerez la fin de la dite phase, et vous ne pourriez plus lancer de sorts, faire de prières, bannir des invocations ou conjurer des sorts passants, enfin faire toutes les autres actions qui peuvent se faire normalement à la phase des héros. C'est quelque chose qui est pour chacune des phases. Attention, voilà, il y a des aptitudes qui s'utilisent en début de phase. Si vous avez commencé à lancer des sorts et des choses comme ça, vous n'êtes plus dans le début de la phase. Et si vous voulez utiliser une aptitude de commandement qui dit je me lance à la fin de la phase, et ben attention, si vous faites ça, c'est la fin de la phase. Si vous avez oublié de faire des choses avec certains de vos héros, et bien c'est fini. Vous passez à la phase, c'est la fin de la phase. Alors en général, votre adversaire va pas trop pinailler, mais en tournoi, ça peut justement vous faire manquer des éléments stratégiques si vous n'avez pas fait attention dans quel ordre vous avez utilisé vos aptitudes, et du coup, en tournoi, ça peut être important. Alors maintenant qu'on est là-dedans, c'est le moment où vous allez pouvoir lancer vos sorts, faire vos prières, lancer des sorts de persistants et des invocations. Donc les invocations, c'est l'équivalent des sorts persistants, mais pour les prêtres. Gardez en tête l'ordre stratégique dans lequel vous souhaitez lancer vos sorts et prières. Pas d'inquiétude, vous pouvez changer de héros autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner un héros, de lancer tous ses sorts avant de passer à un autre. Aucune règle ne spécifie cela. C'est le genre de situation où vous ou votre adversaire pourriez croire qu'il y a une espèce de fonctionnement tacite de sélectionnement de héros. Il n'en est rien. Vous pouvez retourner sur chaque unité plus tard. Je veux dire, si vous avez une unité comme moi, je vais jouer Kairos Fateweaver, qui est un sorcier qui peut lancer 3 sorts. Je peux décider de lancer un sort avec lui, passer à mon magistère, lancer un sort avec mon magistère, retourner sur Kairos Fateweaver, lui faire lancer un deuxième sort, passer sur un Tsangor Shaman, lancer un sort avec le Tsangor Shaman, et retourner à nouveau sur Kairos Fateweaver, et lui faire lancer son troisième sort. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, il n'y a pas d'ordre précis d'activation ou de sélection des héros, et vous pouvez passer de l'un à l'autre en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions disponibles par un héros au moment où vous l'activez. Et je dis activer, mais activer n'est pas un mot spécifique des règles. Hein, d'accord ? On ne dit pas qu'on active une unité. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la phase de héros, et après la phase héros, on passe à la phase de mouvement. Donc la phase de mouvement, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où chaque unité sélectionnée peut effectuer ce qu'on appelle un mouvement, donc en fonction de sa caractéristique de mouvement. Attention, vous ne pouvez effectuer qu'une seule de ces actions de mouvement à la phase de mouvement. Normalement, à la phase de mouvement, vous avez 3 actions disponibles. Effectuer un mouvement normal, effectuer un repli ou effectuer une course. Je vous rappelle, le repli permet de sortir d'un corps à corps. Attention, quand on ne peut plus se replier en courant, je ne sais plus si ça a toujours été le cas pendant la V2 de pouvoir se replier en courant, ou s'il y a eu une mise à jour qui l'a interdit avant la fin de la V2. En tout cas, c'est sûr et certain, en V3, vous ne pouvez pas vous replier en courant. Et effectuer un repli avec une unité fait que pour les phases suivantes, attention, cette unité ne pourra pas tirer, elle ne pourra pas effectuer de charge dans la suite de ce tour. Hein. C'est spécifié parce que certaines unités ont des aptitudes précises qui leur permettent de malgré tout effectuer un repli et de pouvoir malgré tout effectuer une charge ou malgré tout effectuer un tir. La course permet de se déplacer plus loin que la normale. Attention, effectuer une course avec une unité interdit de pouvoir tirer ou de charger dans la suite du tour, donc dans les 2 phases qui suivent. Ça fonctionne comme le repli, vous avez certaines unités qui peuvent malgré tout faire les choses. Par exemple, les Vanguard Hunter des Stormcast Eternal peuvent courir et malgré tout tirer lors du même tour. C'est une aptitude qu'ils ont. Nous, en l'occurrence, notre unité de Tsangor, là dans notre exemple actuel, nos 30 Tsangor, peuvent courir et charger au même tour.
Voilà. Fin de la phase de mouvement. Certains événements ont lieu à la fin de la phase de mouvement, tels que les téléportations et les frappes en profondeur, donc on appelle souvent des FEP. Cela signifie que l'unité affectée par l'effet en question ne peut plus réaliser de mouvement quel qu'il soit. Attention, donc vous êtes en train de déplacer toutes vos unités, puis à un moment donné, vous dites « Ah tiens, c'est vrai, j'ai une unité qui est en réserve, je vais la faire frapper en profondeur à cet endroit-là. » Attention, c'est quelque chose qui arrive à la fin de la phase de mouvement. Hein. Si vous n'avez pas fini de faire tous vos déplacements, n'effectuez pas vos frappes en profondeur. Hein. Ça marque la fin de la phase de mouvement. Et du coup, c'est également, l'unité que vous avez téléportée, elle est arrivée, elle ne peut pas effectuer le mouvement elle-même. C'est la fin. C'est la dernière chose qui se passe, en fait, l'arrivée. Donc cette unité elle-même ne peut pas effectuer un mouvement, c'était avant. Donc attention à ce qu'on appelle la cohésion d'unité. Après avoir déplacé toutes les figurines d'une unité, elle doit être en cohésion. Si l'unité ne peut pas être en cohésion après son déplacement, vous ne pouvez pas la déplacer. Et en fait, tout simplement, vous annulez son déplacement. Si, en fait, imaginons, vous vous retrouvez dans un goulet d'étranglement et, dans des ruines ou je sais pas quoi, et si, en fait, il n'y a pas la place de faire tenir tous les socles de vos unités, et ben tant pis, vous annulez le déplacement, vous faites autre chose. Voilà. Rester immobile, on considère qu'une unité est restée immobile si aucune figurine de la dite unité n'a été déplacée entre le début et la fin de la phase de mouvement. Tout comme dans les versions précédentes, les téléportations et les frappes en profondeur ne sont pas considérées comme des actions de mouvement en elles-mêmes. C'est-à-dire que certaines unités dépendent, pour avoir certains bonus au niveau de leurs aptitudes, de rester immobile. Donc ne jouez pas à faire un tout petit mouvement avec vos figurines si ça n'est pas utile. Ne le faites pas, notamment avec ces unités-là. Et en l'occurrence, la téléportation et la frappe en profondeur sont des actions qui ne sont pas considérées comme des mouvements, et du coup, ça peut vous permettre de déplacer des unités qui, notamment comme on pense à certains snipers qui gagnent des bonus en restant immobiles, eh bien, si vous déplacez ces snipers grâce à une téléportation ou une frappe en profondeur, eh bien, en fait, ils seront considérés comme n'ayant pas bougé à la phase de mouvement, et ainsi, ils pourront bénéficier de leur aptitude spécifique qui dépend du fait de rester immobile. Attention, ce sont des choses aussi qui sont marquées au niveau des aptitudes, parfois en cas par cas, ou au niveau du sort, ou qui font le déplacement ou de l'unité en question. Ça peut être indiqué que après avoir utilisé ce sort ou cette prière ou cette frappe en profondeur, ça pourra marquer attention, l'unité ne peut pas courir après, ne peut pas effectuer une charge. Genre ça peut avoir un effet qui aura un effet sur les phases, mais c'est au cas par cas, vous verrez dans vos battle tomes. Nous avons 2 aptitudes de commandement génériques qui sont à notre disposition à utiliser spécifiquement à la phase de mouvement. Nous avons donc au pas de course, qui est une aptitude de commandement qui a été modifiée par rapport à la V2, mais qui existait déjà à peu près comme ça à la V2, et nous avons le redéploiement, qui est une nouvelle aptitude de commandement, qui est pour moi, je crois, l'une des plus intéressantes d'ailleurs de la V3. Donc commençons par au pas de course. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement après avoir annoncé qu'une unité va courir. L'unité doit recevoir l'ordre. Ne faites pas le jet de course pour l'unité, à la place, ajoutez 6 à ses caractéristiques de mouvement à cette phase. L'unité est quand même considérée comme ayant couru. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au moment où vous êtes en train de choisir d'activer vos unités pour dire celle-ci elle va faire ça, je vais la déplacer comme ça, celle-ci je vais la déplacer de telle manière, etc. Eh bien, il y en a parfois des unités que vous voulez faire courir, et normalement quand vous courez, vous lancez un D6, et vous prenez le risque de faire un 1, un 2, un 3, donc en fait une course toute petite qui peut ne pas vous arranger. Donc, dans la V2, vous preniez pas la tête, vous tentiez de faire courir une unité. Si le résultat vous convenait, vous aviez fait genre 5, 6, vous dites ok, c'est cool, il a couru d'une distance convenable. Si vous avez fait un score tout pourri et que ça vous convenait pas le résultat, vous dites allez, tant pis, j'ai un héros pas loin, je vais utiliser un point de commandement pour faire au pas de course et déplacer de 6 mon unité. Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'annoncer. En fait, vous ne prenez pas le risque, vous lancez pas de dés. Si c'est à vous d'assumer. Vous voulez faire courir une unité, soit vous dites ok, peu importe le résultat, elle aura couru et voilà. Alors, elle court plus loin que son mouvement normal, même si c'est un 1, tant pis, c'est comme ça. Soit vous dites, non, je veux vraiment qu'elle fasse qu'elle court très loin, donc je prends pas de risque, j'active au pas de course, et elle courra de 6. Donc, le mouvement de base, plus 6.
Voilà, donc là c'est quelque chose que en fait, vous pourrez pas rattraper. Vous pourrez pas rattraper une mauvaise course ratée comme c'était le cas avant. Là, vous le faites ou vous le faites pas. Et bien sûr, l'unité est quand même considérée comme ayant couru. Du coup, vous ne pourrez pas tirer ou charger aux phases suivantes, à moins que l'unité ait bien entendu une aptitude qui le lui permette. Vient maintenant cette nouvelle aptitude de commandement qui s'appelle redéploiement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de mouvement adverse. Après qu'une unité ennemie a fait un mouvement normal, une course ou un repli, l'unité qui reçoit l'ordre doit être à 9 pouces de l'unité ennemie et à plus de 3 pouces de toutes les autres unités ennemies. Donc ça veut dire qu'en fait votre unité sur laquelle vous allez dire je vais faire un déploiement avec, eh bien cette unité ne doit pas être engagée au corps à corps avec l'ennemi et être entre guillemets dans une distance de 9 pouces. En fait ces 9 pouces c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler une espèce de zone de danger. Hein. En général lorsque vous faites une téléportation ou une frappe en profondeur, la règle vous dit attention vous ne pouvez pas téléporter ou faire frapper en profondeur une unité et la poser à moins de 9 pouces d'unité ennemie. Donc en fait, ça, c'est cette zone de 9 pouces, c'est un petit peu cette espèce de zone de mise en danger. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où en fait, une unité ennemie est rentrée dans cette zone de 9 pouces, on se dit attention, du coup, le redéploiement est possible dans ces conditions. Voilà, ce sont les conditions spécifiques de cette aptitude. L'unité qui a reçu l'ordre peut faire un mouvement de D6 pouces. Attention, hein, vous pouvez utiliser votre aptitude de commandement, c'est pas de bol, vous avez fait que un 1 et vous pouvez déplacer que de 1 seul pouce vos unités. Vous pourriez avoir l'impression que ça n'a pas été très efficace malheureusement, mais vous pouvez aussi obtenir un 6 et pouvoir redéplacer votre unité. Attention, elle doit finir ce mouvement à plus de 3 pouces des unités ennemies et ne pourra pas tirer à ce tour. Donc très clairement, comme vous faites ça à la phase de l'adversaire, eh bien, normalement, vos unités, elles tirent pas, puisque la phase de tir, c'est quelque chose qui est spécifique autour de l'adversaire. Mais il y a, à la phase de charge, la possibilité d'activer... oui, à la phase de charge, je crois, d'activer ce qu'on appelle une nouvelle aptitude qui s'appelle déchaîner les enfers. Et déchaîner les enfers, c'est en fait une phase de tir. Donc, si vous avez fait un redéploiement, vous ne pourrez pas effectuer un déchaîner les enfers sur cette unité que vous avez redéployée à la phase précédente. D'accord ? Pour moi, redéploiement, c'est vraiment une règle, une aptitude de commandement qui marque vraiment la différence de gameplay et le fun de cette nouvelle version de cette V3, parce que en fait un redéploiement peut complètement changer le déroulé d'une partie. Ça peut vous permettre de réaligner un cordon, une unité de sac de sable pour pouvoir protéger une unité importante d'une charge, alors parce que vous aviez mal placé ou que votre adversaire avait réussi à esquiver le cordon, à esquiver les sacs de sable. Donc ça peut vous permettre de faire ça. Ça peut vous permettre également, en fait, du coup, de sortir, vraiment de vous éloigner avec un D6, un jet de 6 intéressant de la potentialité de vous prendre une charge de l'adversaire. Voilà, de faire fuir, entre guillemets, de reculer une unité à distance. Ça peut être très pratique. Donc voilà. Ou au contraire, vous pouvez tout à fait utiliser ça pour, entre guillemets, provoquer votre adversaire et venir vous mettre pile à 3 pouces en disant « viens, tente de me charger ». Par exemple, imaginons votre adversaire s'était positionné pour charger une unité à vous, et c'était genre positionné assez proche de elle, mais en faisant ça, il est également rentré dans les 9 pouces de votre seconde unité, et vous activez le redéploiement sur cette seconde unité, qui est par exemple une unité très menaçante, et du coup, hop là, vous allez l'utiliser pour la ramener hyper près de votre adversaire, le forçant en fait à se rendre à être conscient que s'il charge votre autre unité, il va très certainement rentrer dans le rayon des 3 pouces de cette unité-là, et du coup, en fait, se mettre en danger par rapport à votre grosse unité importante. Voilà, bon, j'ai assez glosé sur le sujet, vous aurez l'occasion de tester, c'est vraiment le type d'aptitude qui est à tester pour pouvoir vous rendre compte de tout son potentiel dans le jeu. Comme on le dit très souvent, Age of Sigmar est un jeu de mouvement. Ensuite, après le mouvement, vient la phase de tir. Donc, je me suis permis de vous remettre le fonctionnement du tir. Attaque. Donc, comment ça fonctionne le tir ? Lorsque vous faites des attaques de tir pour une figurine, elle attaque avec ses armes de projectiles, pas ses armes de mêlée. Il y a des armes de mêlée qui ont effectivement une portée supérieure à 1, 2 ou 3, parfois rarement plus.
mais ce ne sont pas considérées comme des armes de tir, hein, elles sont spécifiques, ce sont des armes de mêlée, donc voilà, c'est bien noté, ce sont vos armes de tir, armes de distance, ranged weapon en anglais. Lorsque vous faites des attaques de tir pour une figurine, elle attaque donc avec cette arme à projectiles. Tirer près d'une unité ennemie, une unité qui est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies peut seulement cibler les unités qui sont à 3 pouces de elle. Ça c'est quelque chose qui était déjà dans la V2, voilà, vous ne pouvez, enfin voilà, si votre unité de tir est au corps à corps, elle tire dans son corps à corps. Attention, messire, vous devez soustraire un au jet de touche pour une attaque d'arme à projectile si la cible est un héros ennemi qui se trouve lui-même à 3 pouces d'une unité ennemie comptant au moins 3 figurines ou plus. Les règles d'attention messire ne s'appliquent pas si le héros ciblé a une caractéristique de blessure de 10 ou plus. Donc en gros, c'est un monstre ou plus, un monstre ou un behemoth. Mais c'est intéressant parce que dans la V2, à moins que peut-être qu'il y a eu une FAQ qui l'a corrigé au cours de la V2, mais en tout cas dans la V2, eh bien, cette caractéristique de blessure, eh bien, en fait, elle n'était pas de 10, elle était de 8. Et en fait, c'était beaucoup plus contraignant. Parce que eh ben, on avait quand même une certaine quantité de héros qui étaient des héros nommés notamment, qui pouvaient avoir un score de blessure de 8 et qui n'étaient pas forcément des héros qui étaient montés sur des monstres ou sur des montures, enfin ça peut être des héros à pied. Du coup en fait dans les faits c'était trop couillon que ces héros à pied qui avaient un score de blessure de 8 eh ben, ne puissent pas bénéficier de l'attention messire, alors qu'en fait dans les faits physiquement il n'y avait rien qui justifiait ça, juste parce que ben, ils avaient un score de blessure de 8. Donc maintenant il en fait passer à 10, ce genre de situation sera beaucoup plus rare. Notamment, parfois, il y avait un certain héros qui avait un score de blessure de base de 7, et ben, du coup, la question se posait, est-ce que, quand on est à petit format, et ben, les blessures sont... avoir des PV, ça peut être important, du coup, la question se posait, est-ce que je mets un objet magique et je mets plus 1 en blessure, ou plus 2 en blessure? Et ben, du coup, les gens souvent se disaient, bah non, parce qu'en fait, le moins 1, enfin, en fait, la protection posée par attention messire, ben, en fait, sera sans doute plus intéressant, et je ne prendrai pas le risque de perdre cette protection au tir, en fait. Voilà. Alors, règle importante, note de règle importante, en dessous, vous faites tirer les figurines qui sont à portée et qui ont une ligne de vue sur l'unité ennemie ciblée. Prenez cela en compte en déplaçant l'unité de tireur à la face précédente. Attention, il est possible de répartir les tirs venant d'une même unité vers différentes unités cibles. Voilà, je veux aller voir les règles 13.1 et 13.2, choisir les cibles et nombre d'attaques. Attention, cela n'a pas toujours été le cas, ne vous offusquez pas si votre adversaire n'a pas relu ces règles. Une unité peut tirer sans pénalité sur une unité ennemie qui est à 3 pouces d'une unité amie, elle est considérée comme étant révélée. Hein, voilà, s'il y a des unités qui sont cachées ou semi-cachées par des éléments de terrain, et du coup, normalement, vous auriez un -1 pour les toucher parce qu'ils sont à couvert. Si, en fait, cette unité est dans un corps à corps avec une de vos propres unités ennemies, et ben en fait, elle ne bénéficie plus du couvert. Ce que j'ai dit juste avant, c'est important parce que avant, effectivement, il y avait une dissonance dans le fonctionnement des unités qui étaient au corps à corps et celles qui étaient au tir. Avant, au tir, une unité qui tirait ne pouvait tirer que sur une seule unité ciblée. Vous ne pouviez pas dire je vais prendre 4 archers ici et 5 archers là qui sont dans la même unité, mais ces 4 là ils vont tirer sur cette unité A et ces 5 là ils vont tirer sur cette unité B. Ça vous ne pouviez pas le faire avant. Vous deviez, votre unité tirait et toutes les figurines qui étaient à portée à ligne de vue sur l'unité qui était ciblée, pouvaient tirer. Mais du coup, il y avait une dissonance avec le fait des attaques où, quand on est au corps à corps, vous déplacez vous mettez vos figurines dans le corps à corps, et si votre unité elle est en contact avec différentes unités ennemies, vous pouviez, et du coup toujours répartir vos attaques en disant, ces 4 figurines-là, elles sont en contact avec cette unité-là, donc elles frappent là-dessus, et ces 3 figurines-là, elles sont en contact avec cette autre unité, donc leurs attaques à elles sont sur cette autre unité, et vous résolviez, vous lanciez les dés des 4 là, et puis les dés pour les 3 autres après. Et du coup, maintenant, pour le tir, c'est pareil. Pour le tir, vous pouvez répartir vos tirs, vous pouvez tout à fait, moi notamment, ça m'est déjà arrivé, en jouant mes chevaliers sur Dracoth de Stangas Eternal, avant
les Dracottes, ça cogne pas mal au tir, ils ont un tir intéressant. Et bien, plusieurs fois, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, parce que j'avais très envie de faire tirer mes unités de Dracottes sur des cibles différentes, et je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je vais pouvoir, parce qu'en fait, une unité de Dracotte, c'est deux cavaliers, deux unités deux figurines de cavalerie monstrueuse. Et bien, du coup... aujourd'hui, c'est possible, vous pourrez tout à fait prendre vos 2 Dracottes et dire il y en a un qui tire à tel endroit et l'autre qui tire à tel autre endroit. Voilà. À la phase de tir, vous avez accès à 2 règles, 2 aptitudes de commandement génériques. Ce sont les mêmes aptitudes de commandement génériques qui sont disponibles à la phase de combat. Donc, attaque en règle. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement lorsque vous choisissez une unité amie pour la faire tirer à votre phase de tir. L'unité doit recevoir l'ordre, donc avoir soit un champion, soit un héros à portée, ajouter un jet de touche pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Donc voilà, c'est pour les jets de touche, donc que ce soit pour les aptitudes pour les armements de tir ou de corps à corps. Attention, on parle de phase. Si vous avez une unité qui est à la fois efficace au tir et efficace au corps à corps, si vous utilisez attaque en règle à la phase de tir, les effets de l'attaque en règle s'éteignent à la fin de la phase de tir. Hein. Si elle est engagée au corps à corps pour la phase de combat, et que vous voulez lui redonner le plus 1 pour toucher, il faudra lui relancer l'aptitude de commandement, mais ce sera possible parce qu'on sera à une phase différente, donc l'unité pourra bénéficier à nouveau de l'aptitude, puisque, comme vous le savez, comme on l'a vu, les aptitudes de commandement sont limitées par phase. Ensuite vient l'autre aptitude qui est défense en règle. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement lorsqu'une unité amie est choisie comme cible d'une attaque à la phase de tir ou à la phase de combat. L'unité doit recevoir l'ordre, donc avoir un héros ou un champion, ajouter un objet de sauvegarde pour l'attaque qui cible l'unité jusqu'à la fin de la phase. Et vous pouvez faire ça comme... vous pouvez faire ça à n'importe quelle phase, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire, défense en règle. Parce que, autant attaque en règle, la phase de tir, c'est votre phase de tir. L'adversaire ne peut pas effectuer de tir à la phase de tir, c'est la vôtre. Par contre, si vous tirez sur lui, il peut utiliser défense en règle. Et c'est aussi quelque chose qui peut s'utiliser à la phase de combat, où effectivement, à la phase de combat, vous, comme lui, allez activer vos unités au corps à corps. Et bien, à ce moment-là aussi, défense en règle peut être très pratique. Du coup, passons à la phase suivante, qui est la phase de charge. Énormément d'effets dépendent d'une charge réussie. Ce n'est pas parce que vos unités ou votre stratégie ne bénéficient pas de bonus en cas de charge réussie que ce n'est pas le cas de votre adversaire. Hein. Les Brutoruks, les Ogors, et maintenant toutes les unités... Alors non, parce que les monstres bénéficient de fureur monstrueuse, qu'ils aient chargé ou non. Hein. Ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que la fureur monstrueuse, c'est quelque chose qui s'active automatiquement à la fin de la phase de charge, que les monstres en question aient effectué une charge ou non. Donc les Brutoruks et les Ogors sont par exemple des unités armées qui bénéficient énormément de leurs aptitudes activées en cas de charge réussie. Toutes les cavaleries équipées de lances de cavalerie perdent 50 à 80% de leur puissance si vous leur retirez l'opportunité de charger. Donc en fait, même si vous avez une armée qui est très tanky et ou tout simplement qui n'a pas l'aptitude de bonus qui vont s'activer en cas de charge réussie, eh ben n'hésitez pas malgré tout à vous dire tant pis, je vais prendre l'initiative et charger les unités adverses pour éviter que lui puisse bénéficier de ses propres bonus. Même si vous n'avez pas besoin de cible pour effectuer vos charges, ne les lancez pas au hasard. Provoquer l'adversaire sur ses troupes de tir peut lui faire dépenser un de ses points de commandement pour utiliser l'aptitude qui s'appelle déchaîner les enfers. Alors, déchaîner les enfers, on l'a... c'est quelque chose qui se fait donc à la phase de charge adverse. Ah oui, par exemple, je vous ai mis les deux aptitudes à gauche, pardon. Je vous regarde plus pardon, j'ai les yeux qui louchent sur mon écran. Voyons donc les deux aptitudes de commandement qui sont mises à votre disposition, les deux aptitudes de commandement génériques pour cette phase. Donc d'abord, en avant vers la victoire, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement après avoir fait un jet de charge pour une unité amie. L'unité doit recevoir l'ordre. Vous pouvez relancer le jet de charge pour l'unité. Donc, cette aptitude de commandement, elle existait déjà en V2, elle n'a pas changé. Du coup, je vous ai mis un petit encart en gris tout en bas, contrairement à l'aptitude de commandement au pas de course, qu'on a vu à la phase de mouvement,
qui doit être annoncé sur l'unité que l'on veut faire courir au lieu d'effectuer le jet de course. L'aptitude de commandement en avant vers la victoire peut vous permettre de rattraper une charge ratée, mais sans pour autant vous assurer de sa réussite. Parce que du coup, effectivement, vous pouvez relancer le jet de charge, ça ne vous n'êtes pas sûr de le réussir à nouveau, parce que c'est juste vous relancer un jet. Vous voyez, au pas de course, vous assurez de pouvoir faire une course complète à 6 pouces, en avant vers la victoire, ne vous assure pas de réussir votre charge, c'est que vous pouvez la retenter. Voilà. Ensuite, deuxième aptitude de commandement à votre disposition, déchaîner les enfers. Vous pouvez utiliser les aptitudes de commandement après qu'une unité ennemie a fait un mouvement de charge. L'unité qui reçoit l'ordre doit être à 9 pouces de l'unité ennemie et à plus de 3 pouces de toutes les unités ennemies. L'unité qui reçoit l'ordre peut tirer à cette phase, mais quand elle le fait, vous devez soustraire un au jet de touche pour ses attaques, et elle peut cibler uniquement l'unité qui a fait le mouvement de charge. Attention, ça ne veut pas dire que l'unité qui va déchaîner les enfers, qui va recevoir cet ordre, doit être une unité qui est chargée. Vous avez, imaginons, une unité qui a un peu de capacité de tir et une autre unité qui va être, imaginons, votre sac de sable. Et bien c'est, imaginons, votre unité de sac de sable qui s'est fait charger. Votre unité qui a un peu de capacité de tir peut déchaîner les enfers si l'unité adverse est dans le fameux rayon de 9 pouces. Voilà. Et pourquoi je dis en dessous, vous pouvez provoquer l'adversaire avec ses troupes de tir pour lui faire dépenser un de ses points de commandement avec du coup déchaîner les enfers pour un résultat qui sera quasi nul. Et bien, tout simplement parce qu'en fait, mine de rien, des troupes de tir qui ont une capacité de tir de 4, et ben il y en a pas mal. Du coup, mine de rien, soustraire de 1 au jet de touche, donc faire passer à 5, et ben ça réduit grandement leur capacité de tir. Et du coup, voilà, titillez-le là-dessus, parce qu'en fait, finalement, le résultat, il sera quasi nul. Il y aura très peu de tirs qui vont toucher, encore moins qui vont blesser, et puis après, il y a ce que vous allez sauvegarder. Donc en fait, finalement, lui, il va avoir dépensé un point de commandement qui sera important, parce que s'il fait il déchaîne les enfers, mais l'unité en question, elle va bénéficier de aucune autre aptitude de commandement. Et même pire, imaginez que votre adversaire, il avait activé sur cette unité-là une aptitude de commandement, comme ça peut être le cas pour certaines aptitudes de sous-faction, qui peuvent être très intéressantes, où les effets durent sur toute la durée du tour. D'une phase de héros en cours à la prochaine phase de héros. Eh bien, le truc, c'est que une unité ne peut bénéficier que d'une seule aptitude de commandement à la fois. Donc si il avait, imaginons, boosté son unité de tir, et du coup, s'il déclenche déchaîner les enfers, il va annuler l'aptitude précédemment active sur cette unité. Donc non seulement elle va, c'est pas comme si ça allait se cumuler, et du coup le plus 1 pour toucher de l'aptitude qu'ils avaient avant allait s'annuler avec le moins 1 de déchaîner les enfers. Non, il perd l'aptitude précédente, et déchaîner les enfers va lui faire un moins 1 pour toucher. Donc jouez là-dessus, vous allez voir qu'en fait, dans les faits, effectivement, c'est une aptitude qui a fait beaucoup jaser lorsqu'on a appris qu'elle allait être présente dans cette V3, parce qu'on s'est dit, oh là là, il y a plein d'unités qui font du tir très fort et tout ça. Oui, c'est vrai. Après, si vous avez des potes qui ne jouent que les luminettes avec full armée d'archers, bah écoutez, vous ferez 2-3 parties avec eux, et puis après vous leur demanderez de changer d'armée parce que c'est chiant, quoi, c'est tout. Ou vous jouerez plus avec eux. Petite chose à avoir en tête, mais qui n'a pas changé par rapport aux versions précédentes, vous n'avez pas à choisir la cible d'une tentative de charge avant de faire le jet de charge. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est très très différent par rapport à Warhammer Fantasy Battle. Dans Warhammer Fantasy Battle, vous deviez indiquer quelle unité vous tentiez de charger. Aujourd'hui, non. On considère en fait que votre unité se met en course, quoi, pour aller percuter une autre unité, et ce n'est pas grave si au démarrage de sa course, elle ne l'avait pas en vue. Par exemple, vous pouvez tout à fait avoir 2 unités, la vôtre et l'adversaire, qui sont à un angle d'un bâtiment, et bien vous faites courir votre unité, en fait elle tourne de l'angle et elle rentre en contact avec l'unité adverse, même si au démarrage, elle ne la voyait pas. Voilà. Donc voici tout ce qu'il y a à dire en gros sur la phase de charge. Voilà, en gros.
En gros, juste pour vous rappeler, voilà, faites attention aux attitudes de l'adversaire. C'est pas parce que vous n'avez pas spécialement de bonus pour charger que ce n'est pas le cas pour votre adversaire. Ensuite vient la fameuse phase de combat. La phase de combat qui est donc un système d'affrontement alterné où il y a les règles qui disent certaines unités frappent en première, certaines unités frappent en dernière. Donc celle-là, ben voilà, vous savez qu'elles vont, vous n'avez pas le choix, vous allez activer celle-ci en début de phase de combat. Mais normalement, effectivement, c'est celui dont c'est le tour qui va activer sa première unité. Et ensuite l'adversaire, et puis et on continue à switcher comme ça, à part s'il y a des aptitudes bien entendu qui changent cela, mais voilà, ça n'a pas changé par rapport à la V2. Donc par contre, il est toujours intéressant de attirer votre regard sur l'engagement, notamment si vous êtes un nouveau joueur. S'il y a un élément prépondérant que vous devez avoir en tête durant la phase de combat, c'est l'engagement. Dans AOS, donc Age of Sigmar, une unité est considérée au corps à corps dès qu'au moins une de ses figurines se trouve à moins de 3 pouces d'une figurine d'unité ennemie. Alors, l'unité complète peut faire un mouvement d'engagement. S'il s'agit de repositionner vos figurines, jusqu'à 3 pouces de distance afin qu'un maximum puisse attaquer juste après. Juste après. Ce mouvement d'engagement peut vous permettre de faire entrer une de vos figurines dans le rayon de 3 pouces d'une autre unité adverse. Votre adversaire ne sera pas obligé d'activer cette unité, car le mouvement d'engagement est facultatif. Par contre, son unité sera malgré tout considérée comme étant au corps à corps à sa prochaine phase de mouvement. S'il veut la déplacer, il devra faire automatiquement un mouvement de repli, ce qui est contraignant car lui interdisant de courir, tirer et charger. Ce mouvement d'engagement peut également vous permettre d'éloigner votre unité de l'unité adverse, dans le cas où vous étiez engagé avec plusieurs unités ennemies, en utilisant ces 3 pouces de mouvement d'engagement afin de sortir du rayon de 3 pouces de la zone de corps à corps de la seconde unité. Attention, l'unité que vous choisissez pour faire un mouvement d'engagement doit immédiatement attaquer après, vous ne pouvez pas passer à une autre unité. Donc, ceci étant dit, vous comprenez tout l'intérêt d'avoir des unités ayant une distance d'engagement de 6 pouces. Cela représente un rayon considérable d'intervention ou de retrait sur le champ de bataille. Attention, lors de votre mouvement d'engagement, vous devez maintenir la cohérence d'unité. C'est surtout contraignant quand vous avez des unités qui sont très populeuses. Attaque en règle et défense en règle sont donc les deux attitudes de combat, commandement que nous avons vues déjà à la phase de tir. Ce sont les mêmes pour la phase de combat. Pas besoin de vous les relire, hein. Vous savez comment ça fonctionne. Il faut avoir soit un champion d'unité pour appliquer l'aptitude à sa propre unité, soit un héros dans le bon rayon, donc 12 pouces ou 18 si c'est votre général ou un totem, pour pouvoir lancer l'attaque en règle ou défense en règle. Ne négligez pas défense en règle. Très souvent, quand on est un joueur débutant de Wargame, on calcule nos unités par rapport à leur puissance d'impact, leur puissance d'attaque, et on a très envie souvent de optimiser ou de se lancer, de rendre entre guillemets nos unités payantes, on se dit j'ai investi dans telle unité et je voudrais qu'elle cogne, quoi, je voudrais qu'elle tape. Et très souvent, en fait, des unités vont se rentabiliser aussi par leur capacité à survivre sur le champ de bataille. Et quand on est débutant ou jeune, un peu immature sur le jeu, c'est pas évident en fait de se rendre compte que très souvent, s'assurer de la survivabilité d'une unité peut être plus intéressant que s'assurer qu'elle va tuer, qu'elle va retirer les figurines à l'adversaire. Donc prenez ça en compte, en l'occurrence défense en règle, ajoutez un au jet de sauvegarde pour l'attaque qui cible l'unité jusqu'à la fin de la phase, ça peut être très fort, hein. Vous connaissez mon opinion, vous m'avez entendu en parler lors des vlogs précédents et des vidéos précédentes, la sauvegarde c'est quelque chose qui est très fort, beaucoup plus fort que le score de blessure, donc prenez ça en compte, même si aujourd'hui on est dans une méta, on est dans un jeu en général où il y a beaucoup plus d'armes qui ont de la pénétration d'armure et beaucoup de blessures mortelles, donc ça relativise, aujourd'hui, un jet de sauvegarde, un +1 en sauvegarde est moins fort et plus équilibré en V3 que ce n'a été le cas en V2. Donc, pas d'autre chose à ajouter là-dessus, sur la phase de combat, on va passer à la dernière phase du tour, qui est donc la phase de déroute. Il y a 3 éléments distincts à prendre en compte à la phase de déroute. 1. Est-ce que l'unité doit effectuer un test de déroute ? 2. Réaliser le test de déroute en lui-même. Et 3. Combien de figurines fuient ? Ça peut vous paraître bizarre, cette première question. Est-ce que l'unité doit effectuer un test de déroute ? Voilà. Pourquoi ?
Pour qu'une unité soit éligible à la déroute, il faut que cette unité ait perdu au moins une figurine durant au moins une des phases de jeu précédentes de ce tour. C'est à cet instant, lorsque l'on détermine les unités éligibles à la déroute, que les joueurs annoncent s'ils feront usage de l'aptitude de commandement Présence Exaltante pour l'une d'entre elles. Présence Exaltante, c'est l'aptitude de commandement générique qui est disponible à cette phase. Présence Exaltante, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de déroute. L'unité qui reçoit l'ordre n'a pas à effectuer de test de déroute à cette phase. Donc voilà, vous pourrez immuniser une unité. Chacun d'entre vous, parce que voyons la règle test de déroute. Vous devez faire un jet de déroute pour chaque unité amie qui doit effectuer un test de déroute. Donc, pour ce faire, jetez un dé et ajoutez le nombre de figurines de l'unité qui ont été tuées à ce tour au résultat. Si le jet de déroute est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, le test de déroute est raté. Dans ce cas, pour chaque point d'écart entre le jet de déroute et la caractéristique de bravoure de l'unité, une figurine de l'unité doit fuir. Vous choisissez les figurines qui fuient, une figurine qui fuit est retirée du jeu. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une unité qui doit effectuer un test de déroute? Et bien voilà, c'est une unité qui a perdu au moins une figurine à l'une des phases précédentes, que ce soit à la phase des héros, donc avec de la magie ou une prière ou une aptitude. À la phase de mouvement, attention, il est aussi possible de perdre des figurines. Il y a des unités qui ont des aptitudes, lorsqu'elles survolent ou passent à côté d'une unité, et ben il y a des blessures mortelles automatiques qui peuvent s'effectuer. Certaines aptitudes le font pour certaines unités. Par exemple, en l'occurrence, Screamer of Change, je crois, le font, et certaines unités qui vont avoir des effets enflammés ou des choses comme ça, lorsqu'elles passent à côté, ils vous brûlent. Donc voilà, à la phase de mouvement, vous pouvez aussi perdre des unités. Bien entendu, à la phase de tir, c'est normal. À la phase de charge, on a vu qu'il y avait par exemple les fureurs monstrueuses. Il y a une des fureurs monstrueuses qui permet à un monstre de faire perdre d'infliger des 3 blessures mortelles, donc à la phase de charge là. Et puis il y a aussi beaucoup d'unités qui, dès qu'elles effectuent leur charge, elles ont des effets de charge, genre certains chars, certains monstres avec des cornes, certaines cavaleries lourdes qui vont avoir un effet qui va s'appliquer dès la charge, dès qu'une charge est réussie. Bon, voilà, donc à la phase de charge, vous pouvez perdre des unités, et bien entendu, à la phase de combat, vous pouvez perdre des unités, tout comme à la phase de tir. Donc, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'une unité rate un test de déroute et que vous perdez des figurines, vous perdez les figurines quel que soit leur score de blessure. Hein. Ça peut être très très contraignant quand notamment vous jouez en MSU, en Multiple Small Units, et que vous avez donc des unités qui sont en fait quasiment que des unités d'élite, qui coûtent cher, avec et qui ont des scores de blessure élevés, où c'est supposé des figurines très tanky. Voilà, là en l'occurrence, ne plus pouvoir spammer présence exaltante devient très 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 gênant. Mais aussi prenez en compte qu'effectivement il faut au moins avoir avoir tué une figurine de l'adversaire, hein. Avoir blessé une figurine sans la tuer dans une unité n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait eu au moins un mort. Donc prenez ça en compte, parce que vous pouvez tout à fait avoir conçu ce qu'on appelle une braverie bombe, ce que je vais vous expliquer juste après. Enfin voilà, infliger plein de malus à la bravoure adverse, mais sauf qu'en fait, si au final, il n'y a aucune unité qui est éligible pour fuir, il n'y a aucune unité qui fait un jet de test de déroute à en parler, bah ça sert à rien d'avoir mis des malus à la bravoure, parce qu'en fait, le test, il ne sera pas effectué. Donc, maintenant que vous avez tué au moins une figurine dans une des unités, c'est maintenant que les malus à la bravoure sont pris en compte. Ces malus sont cumulatifs, les armées basent leur stratégie sur ces effets, cette stratégie s'appelle la braverie bombe. À la V3, on ne peut donc plus utiliser qu'une seule fois la même aptitude de commandement à chaque phase, il n'est donc plus possible de spammer présence exaltante, je l'ai assez répété, la phase de déroute n'est donc plus une phase à négliger. Les figurines qui fuient sont retirées du jeu, quel que soit leur score de blessure. Certaines aptitudes, sort prière, permettent d'augmenter ou réduire la quantité de figurines qui fuient. Attention, ce type d'effet n'est à prendre en compte que si l'unité a raté son test de déroute. Par exemple, en l'occurrence, certaines unités, je pense au Tsangor Enlightened, force une figurine supplémentaire à fuir en cas de test raté. Mais pour autant, les Enlightened ne font pas un -1 à la bravoure adverse. C'est si l'adversaire a raté son test, rajoute une figurine en plus qui part. Voilà, quel que soit son score de blessure en plus. Attention, si une figurine est tuée
et est ramenée dans son unité au même round de bataille où elle a été tuée, elle compte quand même comme ayant été tuée à ce round de bataille, et en ce qui concerne donc les tests de déroute. Par exemple, les Lords Arcanum de Stormcast Eternal ont des aptitudes qui leur permettent, lorsqu'il y a une unité qui meurt à côté d'eux à chaque round, de la faire revenir avec une blessure, un score de blessure de 1. Eh bien, si ce truc s'active, on considérera quand même que le Stormcast qui a été, entre guillemets, ramené à la vie de cette manière-là, est mort. Donc il faudra le prendre en compte pour le test de déroute. Voilà. De toute façon, c'est des choses dont vous vous rendrez compte en jouant. Oui, la règle du test de déroute est pas évidente, parfois un peu compliquée, vous allez la tester. Très souvent, en fait, on se dit, attends, d'abord, avant de faire mon jet, je préfère calculer exactement quel est le score que je dois obtenir. C'est très simple, vous avez un score, la moyenne des scores de bravoure, en moyenne, c'est 7. Vous lancez un seul dé, et imaginons vous avez pris il y a 3 morts dans votre unité, donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous faites 7 moins 3, 4. Si vous faites 4 ou moins, c'est bon. Si vous faites 5 ou 6, vous perdez. Si vous faites 6, vous perdez une figurine. Ou 2, je sais plus. Alors, dans ce cas, chaque point d'écart entre le jet de déroute et la caractéristique de bravoure, une figurine. Donc, vous tombez à une bravoure de 4. Donc ça fait que si vous faites 6, vous allez perdre 2 figurines. Si vous faites 5, vous allez perdre une figurine. Voilà, ça veut dire. Bon, voilà, tout ce qu'il y a à dire sur la phase de déroute. De toute façon, voilà, testez, vous vous rendrez bien compte, mais aujourd'hui, la phase de déroute, c'est une phase qui est plus importante que ce qu'elle a été à la V2. Juste par le fait que, je l'ai assez répété, que l'aptitude de commandement générique n'est plus spammable. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo. J'ai aucune idée de combien de temps ça a duré, mais ça a sans doute été un peu long. Les sorts et prières génériques. Alors, pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu des modifications non négligeables et des ajouts. Les sorts génériques ont été considérablement modifiés. Très Magique a perdu 6 pouces de portée, mais sa versatilité stratégique a été augmentée. Donc Très Magique est un sort qui a une valeur de lancement de 5 et a une portée de 12 pouces. Avant, c'était 18. S'il est lancé avec succès au début d'une phase avant votre prochaine phase des héros, vous pouvez choisir une unité ennemie visible et à portée du lanceur, donc dans les 12 pouces. L'unité choisie subit une blessure mortelle. Si elle est à 3 pouces du lanceur, elle subit des 3 blessures mortelles au lieu de 1. Donc là, il faut prendre en compte plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre sorcier, donc à la phase des héros, vous allez activer le sort, on va dire. Vous allez lancer le sort sur du 5+. Ok, vous avez réussi à lancer le sort. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en gros, il va mettre en hold le sort. Votre sorcier, en fait, il invoque une sphère d'énergie crépitante, là, une boule d'énergie crépitante, un petit peu comme on peut vous voyez comment ça se passe dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball. Voilà, quand un personnage fait une boule de ki, il peut maintenir la boule de ki au-dessus de sa tête, dans sa main, pendant un certain temps avant de la lancer. C'est exactement ça, en fait, ce qui se passe. Votre héros garde sa boule d'énergie en contrôle, et attention, ça se fait au début d'une phase. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous, par exemple, vous pouvez le faire à n'importe laquelle, jusqu'à votre prochaine phase des héros. Si, en fait, en gros, vous arrivez à la fin du tour, si c'est pas fait, vous perdez vous la perdrez, tout simplement, l'invocation. Prenez en compte que ça se fait au début de la phase. Imaginons que vous êtes à la phase de tir, vous commencez à activer vos tirs, etc. Non. Si vous vouliez... vous pouvez pas dire « Ah mince, mon sorcier, je voulais lancer le sort. » Ah mais non, c'était la première chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Parce que vous avez commencé à tirer, donc on n'est plus au début de la phase. Voilà, ça c'est comme pareil pour tous les autres trucs, le mouvement, etc. Il y a des choses qui... Si vous commencez à faire les actions qui sont en fait plus catégorisées comme étant en début de phase, c'est fini, vous pouvez plus le faire. Après, vous pouvez faire plein d'actions au début de la phase. Imaginons que vous avez 3 aptitudes et une aptitude de commandement, et les 3 sont indiquées début de phase. Vous pouvez les faire toutes les 3 en début de la phase, tant que vous faites ce qui est marqué début de phase. Voilà. Donc,
C'est quelque chose qui est sympa parce que du coup ça vous permet de un petit peu savoir, mesurer à quel moment le plus opportun, en fonction de l'évolution du tour, et ben vous allez utiliser et lancer ce sort. Je trouve ça hyper sympa. Ensuite, bouclier mystique. Bouclier mystique illustre le souhait de Game Workshop de réduire les quantités de dés de G en s'attaquant à la relance D1. Souvenez-vous, à l'introduction de la vidéo précédente, du vlog précédent, de la partie 1 en fait de cette série de vidéos, eh bien, je vous ai déjà abordé ce sujet que Game Workshop veut réduire la quantité de dés jetés à chaque tour. Voyons la règle du bouclier mystique. Bouclier mystique est un sort, il a une valeur de lancement de 5, c'est bien, avant c'était 6. Donc maintenant c'est passé à 5, et à une portée de 12 pouces. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité amie entièrement à portée et visible du lanceur. Hein. Entièrement, c'est du Wally Within. Il faut que cette unité soit entièrement dans les 12 pouces de votre sorcier. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour la attaque qui cible l'unité jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc là, vous voyez par exemple, bouclier mystique, c'est un sort que vous lancez à votre phase des héros et qui va rester actif jusqu'à la prochaine phase des héros. Ce n'est pas une aptitude de commandement, donc vous pouvez tout à fait cumuler les sauvegardes de cette manière-là. Ne vous inquiétez pas, le bouclier mystique ne va pas s'estomper si vous activez des aptitudes de commandement dessus, sur l'unité en question. Tout comme pour l'aptitude de commandement qui s'appelle défense en règle, qui a fait un +1 en sauvegarde, et ben bouclier mystique fait un +1 en sauvegarde, et je ne pinaille pas pour le coup, parce que c'est équilibré, pour les mêmes raisons que pour défense en règle, c'est équilibré dans cette version de la V3. Dans la V2 et la en V1, bouclier mystique faisait un +1 en sauvegarde, et c'était trop fort, c'était beaucoup trop fort en V1 de Age of Sigmar, et ils l'ont très logiquement, je pense, fait passer en relancer les 1 pendant la V2, parce que c'était beaucoup plus équilibré. Mais, résultat, on s'est retrouvé avec une version de jeu où, effectivement, on lançait beaucoup de dés, et on y avait beaucoup de relances. Et du coup, ça faisait des phases qui, voilà, c'était un peu long, tout ça. Effectivement, Game Workshop veut réduire la quantité de dés lancés. Donc, ils se sont attaqués à ça, à ces fameuses relances. Et ben voilà, c'est ça, 1 +1 en sauvegarde maintenant. Je pense que ça fonctionne bien pour cette version, et pour l'instant, dans mon gameplay, mes sorciers n'ont pas spécialement d'utilité pour utiliser le trait magique, mais je pense quand même que c'est une version du jeu, du sort, que je trouve personnellement beaucoup plus attrayante que la version précédente, notamment parce qu'en fait, sa version précédente, finalement, il y avait plein de sorts de base, genre des boules de feu, éclairs de Tsench, etc., qui étaient finalement des sorts qui étaient très très similaires dans chacun des Battle Tomes, et du coup, ça faisait un peu doublon, c'était pas très intéressant. Là, on a vraiment un sort qui dans son fonctionnement est unique, donc j'aime beaucoup cette nouvelle version de trait magique. Ensuite, complètement nouveau, nous avons des prières génériques. Les 2 prières génériques sont des nouveautés de la V3, cela compense la quantité de prêtres qui n'avaient pas de domaine de prière disponible dans leur Battle Tome jusque-là. La prière bénédiction, se voulant rééquilibrer la prolifération de blessures mortelles et de perforations dans cette V3. Donc bénédiction, c'est une prière qui a une valeur de lancement de 4, et qui a une portée de 12 pouces. Attention, je ne l'ai pas spécifié, mais vous savez, pour lancer les sorts, vous lancez 2 dés, il faut faire au moins le résultat, et pour lancer les prières, vous lancez un seul dé. Donc en fait, une valeur d'exaucement de 4, vous avez une chance sur 2 de réussir à le faire. Il a une portée de 12, si la prière est exaucée, choisissez une unité amie, visible et entièrement à portée du prêtre, donc dans les 12 pouces, jusqu'au début de votre prochaine phase des rôles, l'unité choisie a une protection de 6+, donc une protection de 6+, qu'est-ce que c'est? En anglais on appelle ça une ward, c'est devenu un mot vraiment un terme de règle. Voilà, la protection, ils auraient pu le mettre en gras, j'aurais dû le souligner ou le mettre en surbrillance là ici, le mettre un petit coup de stabilo jaune. La protection, c'est en fait l'équivalent d'une sauvegarde invulnérable dans Warhammer Fantasy Battle, c'est le dernier rempart avant de perdre votre blessure. Voilà. Avant de prendre un dégât. Ça permet d'absorber des blessures mortelles et des coups d'armement normal, conventionnel. Châtiment. C'est l'autre sort, l'autre prière. Châtiment est une prière ayant une valeur de lancement de 2, donc ça se lance plutôt très facilement, et a une portée de 48 pouces. Si la prière est exaucée, choisissez un prêtre ennemi, visible et à portée du prêtre. Le prêtre ennemi subit une blessure mortelle. Si le jet de récitation était de 6 ou plus, il subit des 3 blessures mortelles au lieu de 1. Et là, nous abordons quelque chose qui est très intéressant, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder dans ces règles, c'est que
a priori, parce que je ne l'ai pas retrouvé, dites-moi s'ils y sont toujours, mais je pense que ça a disparu, le petit point de règle qui disait que dans certaines situations, les 1 sont toujours un échec, et bien ce petit point de règle a disparu. Et c'est intéressant parce que du coup, là vous voyez que châtiment a une valeur de lancement de 2. Donc en fait, c'est-à-dire que normalement, de base, vous faites un 1, vous ratez, l'exaucement est raté. Mais beaucoup de prêtres ont dans les règles, dans leur bonus d'objets magiques, d'aptitude de sous-faction, quoi que ce soit, ou parce qu'il y a un hôtel de prière pas loin d'eux, ou des choses comme ça, et ben des bonus pour avoir des plus 1 pour lancer leur prière, pour exaucer leur prière. Dans la V2, ce plus 1 aurait fait que, malgré tout, comme le châtiment se lance sur tour de plus, et ben, malgré tout, si vous aviez fait un 1, et ben, on n'aurait pas considéré que vous aviez fait 2 ou plus. Vous aviez fait 1, c'était un échec. Dans cette V3, cette règle ayant disparu, et ben, si vous avez un plus 1 pour relancer vos sorts, et ben, vous pouvez faire un score de 1 avec votre dé, et du coup, 1 plus 1, ça fait 2, vous passez, le châtiment est exaucé. Ça veut aussi dire que, comme la dernière phrase, si le jet de récitation était de 6 ou plus, il subit des 3 blessures mortelles au lieu de 1, et bien ce 6 ou plus, vous le connaissez, c'est une expression qui avait disparu quasiment, ou qui avait été retcon, corrigée dans des FAQ de beaucoup de Warscroll de la V2, où justement il y avait des options de bonus qui s'appliquaient avant sur des 6 ou plus, et qui étaient devenus sur des 6 naturels, des 6 non modifiés. Et du coup, ici ça veut dire que ce plus 1 que vous pouvez avoir pour les tentatives d'exaucement de prière de votre prêtre, et bien va faire qu'en fait, comme on est sur du 6 ou plus, on est sur un 6 variable, et bien ça veut dire que si vous faites un 5, eh ben on va définir qu'en fait vous avez fait 6, et du coup c'est bon, vous allez pouvoir bénéficier des D3 blessures mortelles au lieu de 1. Alors que si ça avait été marqué un 6 naturel, un 6 non modifié, et ben en fait si vous aviez fait 5 plus 1, cela n'aurait pas compté comme étant un 6, et vous n'auriez pas bénéficié des 3 blessures mortelles au lieu de 1. Est-ce que j'ai été clair? Je l'espère, je pense, voilà. Donc peut-être que dans cette nouvelle version dans la V3, eh bien, certains snipers, certains sorts, certains trucs qui justement s'étaient vus limités en termes de puissance et d'impact à ce niveau-là, au niveau de la V2, il fallait à tout prix obtenir un 6 naturel sur le dé, et bien peut-être qu'on va avoir un petit retour en arrière, un petit rééquilibrage dans l'autre sens dans cette V3, on va bien voir. Donc voici, on vient de finir notre phase de déroute. On a vu la petite règle là sur les prières et les sorts qui sont des choses qui se font à la phase des héros. On a fini notre phase de déroute. On a donc fini notre tour. C'est maintenant que du coup, on regarde nos unités qui sont en train de contester des objectifs, et c'est maintenant qu'on regarde qui en fait les contrôle véritablement, et c'est maintenant qu'on fait donc notre calcul de points de victoire obtenus à ce tour, à notre tour de jeu. L'adversaire ne calcule pas ses points de victoire, si c'est votre tour, c'est vous qui calculez vos points de victoire, et quand ce sera le tour de l'adversaire, il calculera ses propres points de victoire à son tour, même si en fait les phases de combat ont fait que, imaginons vous avez perdu le contrôle d'un objectif, vous avez perdu le contrôle d'un objectif au bénéfice de l'adversaire, c'est pas l'adversaire qui va gagner le point de victoire, il faudra qu'il en garde le contrôle à son propre tour. Voilà. Et c'est bien entendu à ce moment-là que maintenant que vous vérifiez que vous avez bien réussi à accomplir votre fameuse tactique de bataille que vous aviez sélectionnée au tout début de votre tour. Voilà, vous commencez votre tour avec ça, vous finissez le tour avec ça. Et vous ajoutez, si oui ou non vous avez accompli la tactique de bataille éventuellement avec un monstre, vous ajoutez vos points de victoire bonus maintenant. Vous voyez là sous les yeux, pour terminer, la photo de mon armée actuelle de Tzeentch, celle que je vous ai présentée dans ces 2 vidéos. Comme vous le constatez, c'est pas du tout fini d'être peint, mais je pense que vous pouvez déjà un petit peu percevoir le thème esthétique que je souhaite donner à l'armée.
Sur la droite, vous voyez mes 2 unités de Kherik acolyte. Alors vous voyez, je fais attention à donner, à faire le tour de mes socles d'unités, surtout les unités comme les Kherik acolytes où il y a plein de figurines qui ont des rôles différents dans l'unité. Eh bien, je fais attention à donner un petit thème de couleur, un schéma de couleur pour dire, là vous voyez, en rouge sombre, ce sont les Kherik qui sont armés d'armes à 2 mains. Avec le jaune, ben vous voyez là ça va être le Kherik qui est équipé d'un parchemin magique qui permet de faire un bonus pour lancer, pour qu'ils puissent incanter leur sort. Vous voyez à droite et dans le fond ceux qui ont un socle violet. Et ben ceux qui ont un socle violet, ce sont ceux qui sont équipés de Vulcarque, donc en fait de corbeaux ou de rapaces. Vous voyez brièvement, est-ce que vous voyez ma souris? Si vous voyez ma souris, là la petite aile du corbeau papin qui est en train de s'envoler du bras de ce Kherik là. Et c'est couillon parce qu'en fait j'ai mal cadré, parce qu'en fait du coup le Kherik qui est juste à droite, vous voyez le bout de socle violet, lui le corbeau il est fini d'être peint. Mais du coup, voilà, donc il a un rôle spécial. Vous voyez là en premier plan, en pas du tout fini d'être peint, comment il s'appelle, le magistère qui est issu des magistères de des l'unité nommée de Underworld. Voilà, j'utilise comme étant un magistère normal. Derrière, tout au fond à droite, vous voyez la grappe sous-couchée du Blue Scribe en résine. Juste à côté, posé sur son disque de Tsench, il y a mon deuxième Tzaangor Shaman sous-couché, mais pas encore du tout composé. Alors oui, je sais, il paraît que c'est une hérésie, mais moi je sous-couche les figurines sur leur grappe, et je commence même parfois à les peindre un petit peu sur la grappe. Comme je peins pas bien, je veux dire que c'est mon excuse, je suis absolument incapable de peindre une unité sans être... En fait, je peins mes unités en même temps que je les monte. Et là, en l'occurrence, là, vous voyez mes 30 Tzaangor qui sont là. Eh bien, ces 30 Tzaangor, je les ai achetés à un collègue je les ai rachetés à un collègue de mon club, et c'est lui qui les a montés et qui les a sous-couchés en blanc. Je les ai sous-couchés en partie, celles qu'il n'avait pas commencé à peindre. Et si c'était moi qui avais acheté la boîte, clairement, je ne serais pas dans cette situation avec des figurines qui ont les bras qui passent devant leur buste et tout ça, parce que, en fait, moi, je suis absolument pas capable de pouvoir peindre l'aisselle, les côtes et ce genre de choses-là de figurines qui ont les bras qui sont trop proches du corps. Voilà, je suis bien en peine de pouvoir peindre ces figurines quand je vais m'y mettre, parce que effectivement ça va être la galère. Ça va être la galère. Et puis tout à gauche, là vous voyez bien entendu, oui, pas fini d'être peint, mais pas trop loin quand même. Faut que je finisse un peu la robe des épaules et du dos, et que je me remette des détails au niveau des effets métallisés. Donc le Mind Stealer Sphyranx tout à gauche. Et au centre de cette image, vous avez donc la pièce centrale de mon armée, qui est aussi pas du tout finie d'être peint, mais ça vous avez quand même un peu déjà l'ambiance graphique générale qui est donnée par cette figurine, qui est donc ma version de Kairos Fateweaver, où j'ai remplacé une des têtes par une tête de Mind Stealer Sphyranx, pour lui donner un petit côté chat de Shire. Le chat de Shire, c'est le chat qui est issu de l'univers de Lewis Carroll et de Alice au Pays des Merveilles. C'est le fameux chat qui est pas tantôt espiègle, tantôt désagréable, souvent un petit peu comique, qui parfois en fait accompagne et se moque de Alice lorsqu'elle est dans la forêt machin chose. Là j'ai oublié le nom de la forêt des ténèbres, ou je sais pas quoi, la forêt des cauchemars, j'ai oublié son nom. Et du coup voilà, c'est le fameux chat qui, dans la version de Walt Disney, est donc rose et violet, rose et mauve, et qui apparaît et disparaît en faisant apparaître des parties de son corps au fur et à mesure. Voilà, je trouvais que ces fameux Mind Stealer Sphyranx avaient ce côté-là. Donc c'est des figurines que j'aime beaucoup, et je trouve leur règle hyper sympa en plus. Et du coup, là, vous pouvez constater
ça m'arrangeait bien parce que dans toutes les options de tête qui sont disponibles pour les Lord of Change, donc les démons majeurs de Tsench, et ben, il y en a une version où il y a une tête de mort, et les autres c'est des têtes avec plein d'armures, plein d'effets auréolés, qui étaient pour moi trop majestueuses pour ce que je voulais faire avec cette figurine. Donc je suis très content que les formats de tête conviennent pour que j'ai pu faire un truc comme ça. Je sais pas si c'est très visible, mais en fait la tête du chat elle est pas collée au buste, hein, elle est elle aussi sur un cou un peu allongé comme pour la tête d'oiseau, la tête aviaire. Et voilà, et du coup, pour lui donner ce côté un peu mort-vivant, côté osseux qu'on voit bien au niveau des pattes et tout. Et voilà, bien entendu, je vous montrerai l'avancée de ces peintures quand je m'y serai mis, mais pour l'instant, je suis toujours sur mes Stormcast Eternal. Voilà. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, sans doute très long. Je vais d'abord la mettre en une seule fois, je pense, et puis vous me direz si c'est imbuvable, et si à ce moment-là je la couperai. Je vais la mettre sans musique, vous me direz si vous voulez que je mette de la musique. Vous retrouverez en description de la vidéo les liens pour aller sur le Discord de la chaîne et ma chaîne Twitch, et je vais être absent... non, mais on s'en fout, là, je vais mettre ça en commentaire, je vais pas vous donner des infos ponctuelles à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite... je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie d'être arrivé jusque-là dans la vidéo, et on se retrouve dans les commentaires. Je réagis toujours à vos questions, vos réponses et vos remarques. Voilà, merci à vous, ciao, ciao.